Jennifer Hart et Sarah Gengler se sont rencontrées alors qu'elles étudiaient toutes deux à l'université Northwestern, où elles se formaient pour devenir enseignantes dans les écoles primaires. Jennifer avait grandi à Huron, dans le Dakota du Sud, tandis que Sarah venait d'une petite ville appelée Big Stone City, située juste à la frontière du Minnesota. Leur relation a débuté discrètement, dans un environnement peu accueillant envers les couples de même sexe, ce qui les a exposés au rejet et au jugement. Une fois leurs études terminées, Sarah ayant obtenu son diplôme tandis que Jennifer avait abandonné, elles ont décidé de commencer une nouvelle vie ensemble. Elles se sont installées à Alexandria, dans l'État du Minnesota, où elles ont toutes deux travaillé dans le même magasin. Elles ont acheté une maison et ont commencé à construire ce qui allait devenir, des années plus tard, une image publique de foyer parfait, rempli d'amour, de tolérance et de valeurs progressistes. Durant cette période, Sarah a pris le nom de famille de Jennifer, bien qu'elle ne soit pas légalement mariée, et Jennifer a complètement rompu tout contact avec son père. Leur relation était fragile depuis le divorce de ses parents, alors qu'elle n'avait que 12 ans. Après la séparation, elle vivait avec sa mère, mais passait les week-ends chez son père. À 14 ans, elle avait demandé à aller vivre chez lui, mais à cause de problèmes de comportement et d'adaptation, il avait finalement décidé qu'elle devait retourner vivre chez sa mère. Cette rupture a peut-être laissé une trace plus profonde qu'il n'y paraissait à l'époque. Bien qu'il ait affirmé que la coupure n'avait rien à voir avec son orientation sexuelle, dont il n'avait alors aucune connaissance, Jennifer ne lui a plus jamais reparlé. En 2004, Jennifer et Sarah ont obtenu une autorisation de tutelle temporaire pour une adolescente de 15 ans prénommée Lee. La jeune fille se souvenait que les premiers mois dans leur maison étaient remplis d'activités qu'elle n'avait jamais connues auparavant. Camping, parc d'attractions, promenades. Elles avaient une maison à 2 étages, un chien et plusieurs chats. Sarah et Jennifer prévoyaient déjà d'adopter plusieurs enfants et parlaient à Lee de son futur rôle de grande sœur. Tout semblait indiquer qu'elles étaient sur le point de fonder une grande et heureuse famille. Mais une semaine avant l'arrivée prévue des 3 premiers enfants adoptés, Sarah et Jennifer ont conduit Lee à un rendez-vous chez le thérapeute et ne sont jamais revenus la chercher. C'est le thérapeute qui a dû lui annoncer qu'elle serait transférée dans une autre famille d'accueil. À son arrivée, ses affaires s'y trouvaient déjà. Aucune explication, aucun mot, aucun adieu. Plus tard, Sarah et Jennifer ont affirmé que l'adolescente fouillait les poubelles pour se nourrir et qu'elle avait des tendances suicidaires, ce que Lee a catégoriquement nié lors d'interviews. Mais déjà à ce moment-là, il était clair que Jennifer Hart, dans ce couple, ressentait le besoin impérieux de contrôler entièrement le récit. Ceux qui ne s'intégraient pas à son histoire étaient tout simplement effacés. Peu après ont commencé les préparatifs pour ce qui allait devenir une famille médiatisée, en apparence parfaite, mais profondément dysfonctionnelle. 2 groupes de frères et sœurs, 6 enfants placés, tous porteurs de traumatismes passés, tous en quête d'amour et de sécurité. Mais ce qu'ils allaient retrouver était tout le contraire. Sarah et Jennifer Hart n'ont jamais caché leur ambition. Elles voulaient une grande famille, mais la manière dont elles y sont parvenues n'avait rien d'honnête. En toile de fond, un système truffé de failles, des autorités négligentes, et leur propre besoin de contrôle, de reconnaissance et d'argent. Les 3 premiers enfants, Marquis, âgé de 8 ans, Anna, 4 ans, et Abigail, 2 ans, ont été adoptés en novembre 2006. Bien qu'ils soient frères et sœurs, cela n'a pas empêché les institutions de confier leur sort à 2 femmes que presque personne ne surveillait. Jennifer restait à la maison pour s'occuper des enfants, tandis que Sarah travaillait comme responsable dans un grand magasin Herbergers. Famille et amis
avait remarqué quelque chose d'étrange. Les enfants ne parlaient jamais. En présence d'adultes, ils ne prononçaient pas un mot. Une cousine déclara que Jennifer était extrêmement stricte. Si un enfant faisait quelque chose qu'elle n'approuvait pas, elle claquait des doigts et disait « Dans le coin, pas de nourriture pour toi ». Et toute personne qui osait remettre en question ses méthodes d'éducation était immédiatement exclue de leur vie. Jennifer ne voulait plus rien avoir à faire avec toi si tu ne pensais pas comme elle, affirma cette même cousine. 2 ans plus tard, en juin 2008, les Hart ont adopté 3 autres enfants. Devont, âgé de 5 ans, Jeremiah, 4 ans, et Sierra, 3 ans. Leur arrivée dans la famille Hart est liée à une histoire particulièrement bouleversante. Leur mère biologique, Sherry Davis, et son compagnon Clarence Célestine avaient perdu la garde de leurs enfants en raison de problèmes de drogue et de négligence. Mais leur tante, Priscilla Célestine, avait demandé la tutelle des 3 enfants. Elle avait un emploi stable, aucun casier judiciaire, avait emménagé dans une maison plus grande et s'était occupée des enfants pendant 6 mois sans le moindre incident. Mais un soir, alors que son employeur lui avait demandé de faire un service supplémentaire, elle avait confié les enfants à leur mère biologique. Une assistante sociale est arrivée à l'improviste et a trouvé les enfants en présence d'une personne qui avait déjà perdu ses droits parentaux. Le jour même, les enfants ont été retirés du domicile de Priscilla. Sans autre vérification, l'État leur a rapidement trouvé une nouvelle famille, Jennifer et Sarah Hart. Le 4e enfant de cette même fratrie n'a pas eu cette chance. Il a été placé dans un établissement psychiatrique. Priscilla et son avocate ont tenté de récupérer la garde, en vain. Peu importait qu'elle soit un membre de la famille. Peu importait que tout se soit bien passé pendant 6 mois. Il n'a suffi que d'une seule visite, et tout s'est effondré. Durant ces années, plusieurs signalements de maltraitance avaient déjà commencé à affluer. Dans 2 écoles différentes, des enseignants avaient signalé des ecchymoses et des blessures, mais aucune institution n'a réagi. Tandis que les véritables traumatismes se déroulaient derrière des portes closes, Jennifer et Sarah continuaient de diffuser une fausse image d'elles-mêmes, celle de 2 femmes courageuses, sauvant des enfants oubliés du système. Leur maison, pourtant, n'était pas un refuge, c'était une prison. Et les institutions censées protéger ces enfants se sont révélées être leurs complices. La suite fut une mise à l'écart complète des enfants du monde extérieur et le début de leur silence. Dès la fin de l'année 2008, à peine quelques mois après avoir adopté le second groupe d'enfants, les premiers signes sérieux de maltraitance physique ont émergé. Une enseignante remarqua des bleus sur le bras gauche de la petite Anna. Lorsqu'elle lui demanda ce qui s'était passé, la fillette avoua à voix basse « Jennifer l'avait frappée avec une ceinture ». Au lieu de pousser le système à se demander ce qui se passait réellement dans cette maison, Jennifer trouva une solution radicale. Elle retira tous les enfants de l'école. Ils n'y sont jamais retournés. Les portes, déjà closes, se sont refermées encore davantage. Malheureusement, ce schéma n'était pas une exception. Dans de nombreux cas de maltraitance infantile, lorsque les écoles ou les institutions signalaient des blessures physiques, les parents retiraient simplement les enfants du système, et tout s'arrêtait là. Il n'y avait aucun suivi, aucune enquête approfondie. C'était un échec de plus du système, un autre enfant oublié. En 2010, Abigail, alors âgée de 7 ans, confia à une enseignante qu'elle avait des plaies dans le dos et sur le ventre. La raison ? Elle avait trouvé une pièce de monnaie et l'avait mise dans sa poche. Jennifer, pensant qu'elle l'avait volée, lui avait plongé la tête dans de l'eau froide, tout en la frappant. Lors des entretiens avec les autres enfants, tous ont décrit des méthodes de punition similaires, coups, privation de nourriture, isolement. Cette même année, Sarah Hart a reconnu sa culpabilité pour maltraitance physique et a été condamnée à une peine avec sursis. On aurait pu croire qu'il s'agissait d'un tournant, mais ce fut tout le contraire. Au lieu de protéger les enfants, le système s'est arrêté et a laissé ces derniers entre les mains de leurs bourreaux. 1 an plus tard,
Hannah a confié à l'infirmière scolaire qu'elle n'avait rien mangé ce jour-là. Sarah, bien sûr, a tout nié. Mais Jennifer préparait déjà la prochaine étape, un nouveau retrait. Les enfants ont de nouveau été déscolarisés. Officiellement, la famille passait à l'enseignement à domicile. Officieusement, les enfants étaient isolés à tel point qu'ils ont pratiquement disparu de la vie publique. Après que Sarah eut purgé sa peine avec sursis, toute la famille déménagea à West Lynn, une banlieue de Portland dans l'État de l'Oregon. Là-bas, elles achetèrent une maison entourée de plusieurs hectares de terrain, où elles élevaient des poules et des chèvres. Les enfants s'occupèrent des animaux, mais en parallèle, ils devenaient de plus en plus renfermés, silencieux, pâles. À cette période, Jennifer commença à tenir une page Facebook soigneusement orchestrée. On y voyait une image idéalisée, des sorties joyeuses, des câlins, des danses lors de festivals, des enfants souriants. Sur les photos et vidéos, Devonte portait souvent une pancarte avec l'inscription « Câlin gratuit », les bras tendus distribuant de l'amour. C'était une représentation médiatique parfaite, une famille haute en couleurs, remplie d'amour et d'égalité. Et pourtant, dans la réalité, ces mêmes enfants n'avaient même pas le droit de se souhaiter un bon anniversaire sans permission. Chaque jour, le mur entre la réalité et l'image que les Hart projetaient au monde devenait plus haut et plus dangereux, car derrière les sourires, les accolades et les photos de festival, il y avait la faim, la peur et un silence qui hurlait. Le 25 novembre 2014, alors que des manifestations éclataient dans tout le pays après la décision du grand jury de ne pas inculper le policier ayant tué Michael Brown à Ferguson, une scène survenue dans les rues de Portland, dans l'Oregon, fit le tour du monde. Devonte Hart, un garçon de 12 ans, se tenait dans la rue avec une pancarte sur laquelle était écrit « Câlin gratuit ». Le policier Brett Barnum le remarqua et s'approcha. Le garçon le serra dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. Ce moment fut immortalisé par un journaliste indépendant et la photo fut publiée dès le lendemain dans le journal The Oregonian. Dans les jours suivants, elle devint virale. Devonte devint un symbole d'espoir, de paix et de réconciliation. Des millions de personnes ont vu cette photo sur leur téléviseur, leur téléphone, leur ordinateur. Des politiciens l'ont partagée, des activistes l'ont encensée, et les Hart ont obtenu l'attention médiatique qu'ils recherchaient depuis des années. Jennifer alla même jusqu'à contacter l'auteur de la photo pour le remercier d'avoir immortalisé à jamais un moment unique d'amour humain à l'état pur. Mais ce que personne ne savait et que les enquêtes ultérieures allaient révéler, c'est que Devonte, à ce moment-là, était un enfant qui luttait pour survivre. Son étreinte n'était pas un geste de paix, mais un cri désespéré à l'aide. Alors que le monde contemplait cette image avec admiration, Devonte vivait dans une maison dépourvue de sécurité, de nourriture et d'amour. Quelques mois après que la photo soit devenue virale, Jennifer commença à refuser toutes les sollicitations médiatiques. Elle prétexta vouloir protéger la vie privée de Devonte. Elle affirma même qu'il recevait des menaces de mort et qu'il devait quitter la région. Cependant, la police ne trouva aucune preuve de telles menaces. La vérité était bien plus simple. L'attention du public ne convenait plus au récit que les Hart pouvaient contrôler. La fameuse photo de l'étreinte marqua le début de leur chute. Avec l'augmentation de l'attention médiatique, Jennifer et Sarah ne parvinrent plus à dissimuler la réalité, car peu après, Devonte commença à rendre visite à ses voisins. Il demandait de la nourriture. Il les suppliait de ne pas en parler à ses mamans. Il rédigeait des listes de souhaits, beurre de cacahuètes, fruits, pain, charcuterie. Il demandait qu'on lui laisse une boîte de nourriture près de la clôture, là où personne de la maison ne pourrait la voir. C'était évident. Derrière les câlins gratuits se cachait un garçon qui en réalité suppliait « S'il vous plaît, aidez-moi ». En août 2017, en pleine nuit, le silence de la campagne à Woodland dans l'État de Washington fut brisé par un murmure de peur. Hannah Hart, âgée de 14 ans, frêle et sous-alimentée,
sauta par la fenêtre de l'étage, atterrit sur le toit, puis sur le sol, avant de courir vers la maison des voisins, Bruce et Dana DeKalb. Il était environ 1h30 du matin lorsque Bruce entendit frapper à la porte. En l'ouvrant, il se retrouva face à une fillette qui, selon lui, ne semblait pas avoir plus de 7 ans. Elle était paniquée, terrifiée, et le supplia de l'aider. Elle prononça des mots qui le glacèrent. « Ils sont racistes et ils nous maltraitent. » Mais très vite, Jennifer Hart arriva. Elle récupéra Hannah sans donner d'explication et la ramena à la maison. Le lendemain, toute la famille se rendit chez les DeKalb. Jennifer s'excusa pour l'incident, expliquant que leurs enfants avaient été exposés à la drogue avant leur naissance et qu'ils avaient parfois des comportements difficiles. Hannah apporta un message écrit à la main, affirmant que tout ce qu'elle avait dit la veille était faux. Lorsque Dana demanda à parler à Hannah en privé, Jennifer refusa. « Nous faisons tout en famille », répondit-elle. Les DeKalb avaient d'abord hésité. Ils ne voulaient pas se mêler de la situation, mais le père de Dana ne pouvait ignorer ce qu'il avait entendu. Quelques jours plus tard, il appela la ligne d'urgence pour signaler ce qui s'était passé. Il était convaincu que les enfants étaient en grave danger. Sa voix, enregistrée lors de l'appel, portait le poids d'un homme qui sentait assister à une tragédie en train de se produire sous ses yeux. « Une fillette a sauté par la fenêtre et a supplié qu'on l'aide, » dit-il. « J'ai peur que ses enfants aient été enlevés. Je ne peux plus me taire. Il se passe quelque chose de très grave là-bas. » Il avait raison. Devont s'est présenté chez les DeKalb quelques semaines plus tard pour demander de la nourriture. Bruce lui donnait ce qu'il pouvait, mais le garçon le suppliait de ne rien dire à ses mamans. Bientôt, il arriva avec une liste de courses et leur demanda de laisser une boîte de nourriture près de la clôture, à un endroit où personne de la maison ne pourrait la voir. Lorsque la situation se répéta une dizaine de fois, Dana contacta les services locaux de protection de l'enfance. Une assistante sociale se rendit sur place le jour même. Elle vit le véhicule des Hart se garer dans l'allée, mais personne n'ouvrit la porte. Ce fut la dernière note officielle concernant la famille Hart avant leur départ. Le lendemain, leur maison était vide. Aucun signe de vie, plus aucune activité sur les réseaux sociaux, Sarah ne retourna pas à son travail. Tout indiquait qu'ils étaient en fuite. Et une fois de plus, tout montrait que le système n'avait pas réagi jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Après avoir ignoré tous les appels et tentatives de contact, le 26 mars 2018, un collègue inquiet de Sarah Hart demanda une vérification de bien-être. Sarah ne s'était pas présentée au travail les jours précédents et le dernier message qu'elle avait envoyé datait de 3 heures du matin. Elle y affirmait être malade et qu'elle ne viendrait pas. Depuis, plus aucune nouvelle. Ce même après-midi, un touriste allemand conduisant le long de la côte californienne remarqua un véhicule retourné sur le toit, au pied d'une falaise de plus de 100 mètres. Il s'agissait d'un GMC Yukon noir, la voiture familiale des Hart. Les corps de Jennifer et Sarah furent retrouvés à l'intérieur du véhicule. À quelques centaines de mètres, les corps de 3 enfants, Marquis, Abigail et Jeremiah, gisaient également. Tous étaient morts. Dans les jours qui suivirent, la mère rejeta le corps de Sierra sur une plage plus au nord du lieu de l'accident. Peu après, une chaussure d'enfant contenant un fragment de pied fut retrouvée. L'analyse ADN confirma qu'il s'agissait de Hannah, mais un corps ne fut jamais retrouvé. Devont Hart est toujours porté disparu. L'analyse des données du système embarqué du véhicule révéla une vérité glaçante. Jennifer avait arrêté la voiture à environ 70 mètres du bord de la falaise, puis elle avait brusquement appuyé sur l'accélérateur, atteint une vitesse de 20 miles par heure, sans jamais toucher au frein. Il n'y avait eu aucune tentative d'arrêt. C'était un acte conscient et volontaire. Les rapports toxicologiques vinrent confirmer un plan macabre. Jennifer avait un taux d'alcoolémie supérieur à la limite légale au moment de sa mort. Dans les corps de Sarah et de 2 enfants,
Les analyses révélèrent une concentration élevée d'antihistaminiques, notamment du Benadryl, un médicament qui, à forte dose, peut être utilisé pour endormir ou empoisonner. Mais le plus glaçant dans cette tragédie fut ce que révélèrent les recherches Google effectuées par Sarah avant le drame. 500 mg de Benadryl peuvent-ils tuer une femme de 55 kilos? La noyade est-elle une mort relativement indolore? Combien de temps faut-il pour mourir d'hypothermie dans une voiture immergée? C'étaient les recherches d'une femme qui savait exactement ce qu'elle allait faire et qui planifiait chaque seconde de la mort à venir. Lorsque les enquêteurs fouillèrent la maison où vivait la famille, ils ne trouvèrent aucun objet personnel appartenant aux enfants. Leur chambre commune était vide, sans jouets, sans photos, sans la moindre trace de vie. Un policier écrivit « Je n'ai pas eu l'impression que des enfants avaient vécu ici. » Jennifer et Sarah s'étaient assurées que personne ne survive, pas même les chiens qu'elles laissèrent derrière elles. Elles avaient tout verrouillé, tout effacé, tout détruit. C'était leur message final. Si elles ne pouvaient plus contrôler l'image de leur famille, alors cette famille n'existerait plus du tout. Devon Hart, le garçon dont l'étreinte avait ému le monde entier, n'a jamais été retrouvé. La mère n'a jamais rejeté son corps. Pas de tombe, pas d'adieu. Juste un vide et un silence. Le même silence qui l'avait accompagné tout au long de son enfance, alors qu'il allait de maison en maison, affamé, quémandant un peu de nourriture, avec ce sourire qu'il portait comme une armure. L'enquête révéla que cet acte n'avait rien d'un geste impulsif. Il avait été prémédité, froidement élaboré, soigneusement orchestré. C'était la fin de la vie de 6 enfants dont la seule faute fut d'avoir cru qu'ils avaient enfin trouvé un foyer. Le système qui devait les protéger a échoué à chaque étape. Les services sociaux ne les ont pas protégés, les écoles non plus, et même les voisins, bien qu'ils aient essayé, n'ont pas pu les sauver. Chaque signalement, chaque cri d'alarme, chaque indice que quelque chose n'allait pas, a été ignoré ou négligé, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Jennifer et Sarah Hart n'étaient pas un symbole d'amour, mais l'exemple parfait de la manière dont la manipulation, le contrôle et l'obsession de l'image publique peuvent devenir mortels. Pendant des années, elles ont construit le récit d'une famille parfaite, se présentant comme des héroïnes sauvant des enfants de la pauvreté et de la violence, alors qu'elles étaient elles-mêmes la source de cette violence. Leur maison était une prison sans barreaux, où la faim servait de punition, où le silence faisait loi et où la vérité représentait une menace. Les enfants furent soumis à des maltraitances physiques et psychologiques systématiques jusqu'à ce qu'ils cessent d'exister. Et quand il ne fut plus possible de contrôler le récit, quand les journalistes commencèrent à poser des questions, quand les doutes émergèrent, elles choisirent de mettre fin à l'histoire à leur manière. Nous ne saurons peut-être jamais ce que pensait Devon lorsqu'il étreignit ce policier, ce jour-là, à Portland. Était-ce un geste d'espoir, un appel à l'aide, ou bien une ultime tentative pour que quelqu'un, n'importe qui, le voie? Car c'est bien là la plus grande tragédie de cette histoire. Il était là, sous les yeux du monde entier, et personne n'a regardé assez profondément.